Je me souviens de ces jours où nos rires remplissaient chaque recoin de notre modeste appartement, un écho chaleureux qui rebondissait sur les murs imparfaitement peints, quand Élise et moi rêvions à voix haute d'un avenir simple mais heureux pour notre petit Léo. J'avais 32 ans à l'époque, et Élise à peine 30, des âges où l'on pense que le monde est à nos pieds, prêt à se plier à la force de nos désirs les plus purs. Notre appartement, situé au 4e étage d'un immeuble en briques rouges dans une banlieue de Lyon, n'avait rien d'extraordinaire. C'était un 3 pièces exigu, où le salon servait aussi de salle à manger, et où les jouets de Léo finissaient invariablement par coloniser chaque espace libre, transformant notre foyer en un terrain de jeu perpétuel, sous le regard bienveillant d'une pile de factures posée sur la commode de l'entrée. Je travaillais comme mécanicien automobile depuis la fin de mes études, un métier que j'aimais pour la satisfaction de redonner vie à des moteurs fatigués, mais qui ne me rapportait pas des fortunes. Élise, elle, était vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, et ses journées étaient souvent longues, rythmées par les caprices des clientes et les objectifs de vente qui flottaient comme des nuages menaçants au-dessus de sa tête. Notre origine était simple, nous venions tous les deux de familles modestes qui nous avaient inculqué la valeur du travail acharné et la sacralité de la famille. Nous n'aspirions pas à la richesse, juste à cette tranquillité d'esprit que procure la certitude de pouvoir manger à sa faim, de payer son loyer à temps, et de ne jamais manquer d'offrir à Léo les petites attentions qui illuminent ses yeux. Notre routine quotidienne était tissée de rituels immuables, comme les mailles d'une couverture chaude. Mon réveil sonnait à 5h30 chaque matin, quand la ville dormait encore sous un manteau d'encre. Je me levais en silence, pour ne pas réveiller Élise ni Léo, et préparais mon café noir, fort, qui me brûlait la gorge et me réveillait l'esprit. Je prenais ma douche rapide, enfilais ma salopette de travail, et avalais une tartine avant de sortir dans le froid, de monter dans ma vieille Peugeot 306 qui toussait un peu au démarrage, et de prendre la route de l'atelier. Les bruits de la ville qui s'éveille, le ronronnement du moteur sous mes mains, l'odeur de l'huile et de l'essence, tout cela était ma symphonie quotidienne, un prélude à une journée de labeur. Élise, elle, se levait un peu plus tard pour préparer Léo, l'emmener à la crèche, puis courir au magasin. Le soir, c'était la course inverse, un balai incessant d'aller-retour, de repas préparés à la hâte, de bains pour Léo, d'histoires lues à voix basse. Ces moments, petits et insignifiants pour un œil extérieur, étaient pour moi le ciment de notre existence. Je revois encore Élise, épuisée mais souriante, me raconter sa journée tandis que je berçais Léo endormi dans mes bras, son petit corps chaud et lourd contre ma poitrine, une ancre dans la tempête du monde. Nous parlions de nos espoirs, de nos peurs, de nos maigres économies pour les vacances d'été, des rêves de voir Léo grandir heureux, insouciant. C'était une vie ordinaire, voyez-vous, comme celle que tant de gens mènent, loin des projecteurs, mais remplie de petites joies, de bonheur simple. Un gâteau improvisé pour un anniversaire, les premiers pas hésitants de Léo, un pique-nique au parc le dimanche, un film regardé enlacé sur le canapé usé, ces éclats de lumière éphémères qui, mis bout à bout, construisent le tissu de ce que l'on appelle le bonheur. Pourtant, le monde, n'est-ce pas, a une façon insidieuse de tester chaque fibre de nos certitudes, surtout quand l'argent se fait rare et que les pressions sociales s'accumulent comme un voile gris sur nos cœurs. Notre situation financière, qui n'avait jamais été brillante, commençait à peser lourd. Les prix augmentaient sans cesse, l'essence, le loyer, la nourriture, les frais de crèche pour Léo. J'avais beau travailler de longues heures, faire quelques extras au noir le week-end, l'argent s'évaporait plus vite qu'il n'arrivait. Nous n'étions pas dans la misère, non, mais nous vivions dans cette zone grise où chaque dépense est calculée, chaque imprévu un coup de marteau, où l'on se sent constamment sur le fil du rasoir. Le stress financier est un poison lent, une humidité qui s'infiltre partout, rongeant les marges de manœuvre, mais aussi la légèreté de l'âme, la spontanéité. Nous voyons nos amis acheter des maisons, partir en voyage lointain, offrir à leurs enfants des jouets toujours plus sophistiqués. Cette comparaison silencieuse, bien que nous ne l'exprimions jamais à voix haute, commençait à créer une tension souterraine. Élise, plus que moi peut-être, ressentait le poids de ses attentes non formulées, l'envie de plus, de cette sécurité matérielle qui semblait si inaccessible. J'ai vu les premières fissures apparaître, de minuscules craquelures dans le vernis de notre bonheur, des signaux que j'ai trop longtemps ignorés, comme on repousse l'idée d'une petite douleur qui pourrait annoncer un mal plus profond. C'était une sensation subtile, un changement dans la mélodie de notre vie commune, comme une note désaccordée qui de temps à autre résonnait dans le silence de nos soirées. Je me souviens d'une après-midi en particulier. C'était un dimanche, jour sacré pour nous, où nous essayions de nous détendre. Léo jouait avec ses petites voitures sur le tapis usé du salon. Élise était assise sur le canapé, une revue de décoration à la main, mais son regard n'était pas sur les pages glacées.
Il était lointain, teinté d'une mélancolie nouvelle. Je m'étais approché, posant ma main sur son épaule. « Ça va, mon amour ?» lui avais-je demandé, la voix douce. Elle avait sursauté, comme tirée d'une rêverie profonde, et m'avait répondu d'une voix un peu trop forte, un peu trop rapide, « Oui, oui, très bien. Je pensais juste à cette maison qu'on ne pourra jamais s'offrir. » Ce n'était pas un reproche direct, mais ça résonnait comme une plainte sourde, une graine de ressentiment semée dans la terre fertile de nos insécurités. J'avais cherché ses yeux, mais elle avait détourné le regard, s'enfonçant un peu plus dans le canapé. Ces petites décisions, ces légers signaux d'alerte, ces indices ignorés. Ils étaient partout, comme des miettes de pain semées sur un chemin que je ne savais pas encore tortueux. Élise avait commencé à passer plus de temps avec ses collègues après le travail, prétextant des pubs improvisés ou des réunions de dernière minute. Au début, je ne m'inquiétais pas. C'était normal, non, d'avoir une vie sociale en dehors du couple? Mais ces retours tardifs étaient devenus plus fréquents. Ces appels ou messages pour me prévenir étaient parfois expéditifs, presque secs. Et quand elle rentrait, l'odeur de son parfum était souvent mêlée à celle du tabac ou d'une autre fragrance masculine qui ne m'appartenait pas. Je me disais que c'était l'odeur du bar, de la foule, et je balayais mes pensées intrusives d'un revers de main. N'avons-nous pas tous cette tendance à rationaliser, à ignorer les murmures de notre intuition quand la vérité est trop douloureuse à envisager? Il y avait aussi son téléphone, qui, auparavant, traînait partout, devenant soudain un objet sacré, jamais laissé sans surveillance, toujours tourné face contre table quand j'étais dans les parages. Les notifications silencieuses, les sourires énigmatiques qu'elle affichait parfois en lisant un message, les conversations subitement coupées quand j'entrais dans la pièce. Je me souviens m'être surpris à la regarder discrètement, tentant de déchiffrer les expressions fugaces sur son visage, cherchant une explication à cette distance grandissante qui s'installait entre nous, un vide que nos rires ne parvenaient plus à combler. J'avais l'impression que la porte de son âme, autrefois grande ouverte, se refermait progressivement, laissant derrière elle une ombre grandissante. Ces ombres furtives, elles dansaient déjà au bord de notre nid, et je ne savais pas les voir. J'étais aveugle ou peut-être étais-je simplement trop épuisé, trop absorbé par la lutte quotidienne pour la survie, pour déceler les subtilités de ce languissement. La fatigue du travail, le stress des fins de mois difficiles, l'amour pour Léo qui occupait tout mon esprit, tout cela formait un écran, un voile qui me cachait la réalité insidieuse. J'avais confiance en Élise, cette confiance aveugle que l'on accorde à ceux que l'on aime plus que tout, pensant que notre lien était inaltérable, forgé dans les flammes des premières années de notre amour. Qu'aurais-tu fait, toi, à ma place? Aurais-tu interrogé, exigé des explications, ou aurais-tu, comme moi, laissé le doute s'installer doucement, attendant que la vague finisse par déferler, emportant tout sur son passage? Je me posais ces questions sans cesse, des années plus tard, en revivant ces instants où la fragilité de notre bonheur s'était révélée, subtilement, insidieusement. Chaque petit signe était une goutte d'eau, et je ne voyais pas encore que l'océan était sur le point de déborder. La chaleur de nos débuts laissait place à une fraîcheur inexpliquée, comme si une fenêtre était restée entr'ouverte en plein hiver, laissant entrer un courant d'air glacial qui s'infiltrait partout, jusque dans les replis les plus intimes de notre relation. Je sentais cette tension, un fil invisible et tendu, entre nous, mais je refusais de croire qu'il pouvait se rompre. Le glissement a été si lent, si perfide, un serpent qui s'enroulait autour de notre vie sans que je ne sente la constriction avant qu'il ne soit trop tard. Au début, ce n'était qu'une ombre fugace, une sensation à la limite de la perception, comme ces légers courants d'air froid qui s'insinuent par une fenêtre mal calfeutrée en plein hiver. Je les ignorais, les balayant d'un revers de main, persuadé que le foyer était solide, que nos murs étaient impénétrables. Je me disais que l'amour, le nôtre en particulier, était une forteresse. Mais ce n'était pas une attaque frontale, non. C'était une insidieuse corrosion, un venin distillé goutte à goutte, qui s'attaquait aux fondations mêmes de notre existence partagée. Ce serpent, il s'est d'abord levé discrètement autour de nos certitudes, puis autour de nos habitudes, puis autour de nos cœurs, sans que je n'en réalise l'étreinte mortelle. Chaque jour qui passait resserrait un peu plus la prise, me coupant progressivement l'air, m'enfermant dans une solitude glaçante alors même que nous partagions le même toit, les mêmes repas, le même lit. Les soirées où Élise rentrait tard sont devenues la norme, non pas une exception qui demandait explication, mais une attente sourde et anxiogène. Je me souviens d'un mardi soir particulier, le premier où la machine à laver avait terminé son cycle depuis plus d'une heure, le repas de Léo était déjà terminé et la casserole de notre dîner à nous refroidissait lentement sur la plaque.
Il était 20h30. À 21h, j'ai envoyé un message, un simple « Tu es en route ?» Aucune réponse. À 22h, j'ai appelé, une sonnerie longue et désespérante qui s'est terminée sur la messagerie. Mon cœur a commencé à battre une cadence anormale, une danse macabre de peur et d'incertitude. Léo dormait déjà, son petit corps blotti sous sa couverture, ignorant le drame silencieux qui se nouait dans le salon, où je faisais les 100 pas, l'oreille tendue, le regard rivé sur la porte d'entrée. Quand la clé a finalement tourné dans la serrure, presque à minuit, un soulagement immense m'a submergé, vite remplacé par une vague de questions. Ces explications, alors, ressemblaient à des récits de voyages lointains, pleins de détails vagues sur des réunions qui traînent boudées et verts avec des collègues dont les noms changeaient d'une fois à l'autre. Elles étaient de plus en plus évasives, ces explications, tissant une toile d'araignée de doute dans mon esprit, chaque fil me piégeant un peu plus. Je voyais des contradictions, de minuscules failles dans le récit, des incohérences temporelles que mon esprit, dans son besoin désespéré de comprendre, captait avec une précision chirurgicale. Elle me parlait d'un projet urgent qu'il avait retenu, mais le ton de sa voix était trop léger, ses yeux trop fuyants, comme si elle lisait un script qu'elle n'avait pas eu le temps de bien mémoriser. Je faisais semblant de croire, pour ne pas briser la paix fragile, pour ne pas allumer une mèche qui, je le sentais, ne mènerait qu'à une explosion. Mais au fond de moi, un mécanisme de défense s'était enclenché, cataloguant chaque détail, chaque mensonge par omission, chaque demi-vérité. Chaque absence physique était une piqûre, mais chaque absence de sincérité était une hémorragie interne. Progressivement, je voyais ses yeux, autrefois miroir de mon âme, des fenêtres ouvertes sur ses pensées et ses émotions les plus intimes, devenir des fenêtres obscures sur un monde auquel je n'avais plus accès. Où était passé ce regard complice qui me disait tout sans un mot? Cette étincelle de joie quand nos yeux se croisaient. Désormais, ils étaient comme des puits profonds, dont la surface reflétait à peine la lumière, gardant jalousement leur secret. Le soir, lorsqu'elle rentrait, je tentais de croiser son regard, de chercher un signe, un fragment de l'Élise que je connaissais. Mais souvent, son regard glissait, et évitait le mien, ou se posait sur moi avec une sorte d'indifférence polie, comme si j'étais un meuble du décor, un élément familier mais sans âme. C'était une sensation étrange, un effacement de ma propre présence dans ses yeux. J'ai commencé à me sentir transparent, comme un fantôme dans ma propre maison. N'avez-vous jamais ressenti cette angoisse sourde, cette certitude qu'une vérité amère vous attend au tournant, prête à vous dévorer tout entier, mais que vous refusez de laisser émerger, de peur d'être réduit en poussière? C'était comme vivre avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête, le fil s'effilochant jour après jour, à chaque nouveau mensonge, à chaque regard éteint, à chaque toucher qui ne portait plus la même chaleur. Mon cœur se serrait comme un poing serré dans la solitude, une douleur physique qui m'accompagnait partout, même dans mes rêves, me réveillant parfois en sursaut, le corps en sueur, l'esprit torturé. Le silence, lui aussi, avait changé de nature. Autrefois, c'était un confort, une douce mélodie de nos vies entremêlées. Nous pouvions rester des heures sans parler, et pourtant, nos esprits se rencontraient, nos mains se cherchaient. Désormais, le silence était un poids, une présence étouffante qui remplissait chaque espace de notre appartement, chassant les rires et les confidences. Le soir, après avoir couché Léo, nous nous retrouvions dans le salon, devant la télévision dont le son servait de maigre rempart contre l'abîme qui se creusait entre nous. Nos conversations se réduisaient à des platitudes sur la journée, à des questions pratiques sur les courses ou les rendez-vous du petit. Il n'y avait plus d'échange d'idées, plus de projets à deux, plus de cette effervescence qui rendait notre quotidien si vivant. J'essayais parfois de briser ce mur invisible, de lancer une perche, un souvenir partagé, une question sur son état d'âme, mais mes mots tombaient dans le vide, ne rencontrant qu'un murmure distrait ou un haussement d'épaules. Chaque silence était un aveu, plus éloquent que n'importe quel cri, plus lourd que n'importe quelle accusation. C'était le silence des choses tues, des secrets enfouis, des sentiments morts. Et chaque absence, qu'elle soit physique ou émotionnelle, était un coup de couteau supplémentaire dans notre amour mourant. Je me souviens d'une nuit, la pluie martelait la fenêtre, et la chambre était plongée dans une obscurité profonde, seulement troublée par les phares des voitures qui passaient au loin, projetant des ombres fantomatiques sur le plafond. Élise était rentrée tard, comme à son habitude, et s'était glissée dans le lit avec une discrétion exagérée, espérant sans doute que je dormais. Mais j'étais éveillé, les yeux ouverts dans le noir, mon esprit en ébullition. J'ai perçu l'odeur de son parfum, légèrement différente, mélangée à quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier, une odeur étrangère qui s'était immiscée dans notre intimité.
J'ai senti son corps se glisser près du mien, mais la chaleur habituelle n'était plus là. Il y avait une distance, une barrière invisible mais palpable. J'ai voulu tendre la main, effleurer sa peau, chercher cette connexion qui nous avait unis si longtemps. Mais ma main est restée suspendue en l'air, incapable de faire ce geste, comme paralysée par une force invisible. J'avais peur de ce que je pouvais trouver, peur du vide, de l'indifférence, peur de confirmer ce que mon âme pressentait déjà. C'était une torture silencieuse, nuit après nuit, de sentir sa présence et de savoir qu'elle était déjà ailleurs. C'était comme regarder un jardin que j'avais arrosé et cultivé avec amour se faner sous mes yeux, chaque fleur mourant une à une, sans que je puisse rien faire d'autre que d'observer la déliquescence, mon cœur se déchirant à chaque pétale tombé. Les petites décisions, les légers signaux d'alerte des premiers jours, étaient devenus des faits avérés, des preuves tangibles d'une vérité que je refusais encore d'articuler. Le téléphone d'Élise, autrefois posé négligemment sur la table basse, était désormais toujours à portée de main, écran retourné, verrouillé avec un nouveau code que je ne connaissais pas. Un soir, j'ai osé poser la question, d'une voix que j'espérais neutre, « Pourquoi ce nouveau code, Élise ?» Elle a levé les yeux de son livre avec un air agacé, une expression que je ne lui connaissais pas, un mélange de colère et de mépris. « Parce que j'ai droit à ma vie privée, non ? Tu n'es pas obligé de fouiller partout. » Le ton était cinglant, le message clair. C'était la première fois qu'elle me parlait avec une telle hostilité directe, et le choc m'a coupé le souffle. C'était comme si une couche de vernis s'était écaillée, révélant une hostilité latente, une irritation profonde à ma simple présence, à mes questions, à mon existence même. Cette réponse, brute et dénuée de toute affection, a été comme une porte qui claque, scellant notre séparation, non pas physique, mais émotionnelle. Elle m'a fait réaliser que le serpent s'était non seulement enroulé autour de nous, mais qu'il avait déjà mordu, injectant son poison, transformant l'amour en amertume, la confiance en suspicion. Les signes étaient devenus trop évidents pour être niés, trop douloureux pour être ignorés. Le temps des doutes était terminé. Le temps de la certitude amère commençait. Qu'aurait-il fallu que je fasse pour défaire cette étreinte, pour repousser ce venin avant qu'il n'anéantisse tout ? La réponse, je la cherchais encore, perdu dans les méandres de ma propre souffrance, aveuglé par ce que j'avais cru être l'amour éternel. Je me souviens de cette journée, elle était tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel pourtant déjà chargé d'orage, mais dont j'espérais encore le passage. La vérité, quand elle a éclaté, a fait le bruit d'un miroir qui se brise, non pas en mille éclats d'un coup, mais plutôt comme une fêlure qui s'étend, silencieuse, avant que toute la surface ne s'écroule. C'était un mardi après-midi, un de ces jours gris où la lumière de Lyon peine à percer les nuages bas, où l'humidité s'infiltre dans les os. J'étais rentré plus tôt du garage, une douleur lancinante à la tempe que j'avais d'abord attribuée à la fatigue, à ce stress qui me rongeait depuis des mois comme un cancer lent. Élise n'était pas là, comme souvent ces derniers temps. L'appartement était silencieux, un silence qui n'était plus apaisant, mais lourd, empli de résonance, de questions sans réponse, de cette absence qui criait plus fort que n'importe quel mot. J'ai posé mes clés sur la petite commode de l'entrée, le geste machinal, le corps lourd. Mon regard a glissé vers la table basse du salon. Le téléphone d'Élise y était, posé négligemment, l'écran allumé, une notification scintillante. Ce n'était pas la première fois que je le voyais là, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Mon estomac s'est noué, une boule froide et dure. C'est comme si toutes les alarmes de mon être s'étaient mises à hurler en même temps, un pressentiment si fort qu'il coupait la respiration. J'ai hésité. Un instant qui a duré une éternité. Dois-je regarder ? Dois-je me protéger de ce qui m'attendait, ou affronter enfin le monstre qui rôdait dans les recoins de notre vie ? Qu'aurais-tu fait, toi, à ma place, devant le seuil de cette découverte inévitable ? Le doigt, guidé par une force inconnue, ou peut-être la simple volonté de ne plus vivre dans l'ignorance, a effleuré l'écran. Ce que j'ai vu alors, ce n'étaient pas des mots codés, des sous-entendus. C'était cru, indéniable, un dialogue sans ambiguïté, des photos échangées, des promesses murmurées, non pas à moi, mais à un autre. C'était la confirmation que je redoutais, le venin distillé goutte après goutte dans mon cœur depuis des semaines, maintenant déversé d'un seul coup. Le monde s'est effondré autour de moi, oui. Pas une image poétique, mais une sensation physique. Mes genoux ont fléchi, l'air s'est fait rare dans mes poumons, brûlant à chaque tentative de respiration comme le feu de l'enfer. Les murs de notre petit chez nous, ceux-là même qui avaient abrité nos rires, nos peines, nos espoirs, semblaient se resserrer autour de moi,
menaçant de m'étouffer. Je n'entendais plus rien, pas même le battement frénétique de mon propre cœur, juste un bourdonnement assourdissant dans mes oreilles. L'image de ce texte, de ces mots qui scellaient la fin de tout, était gravée au fer rouge sur ma rétine. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, paralysé par cette douleur si intense qu'elle me vidait de toute substance. Une carcasse, voilà ce que j'étais. Le temps, ce tyran impitoyable, s'était arrêté, puis avait repris sa course folle, me traînant dans un brouillard de choc. Le déni, cette couverture de survie qui m'avait si longtemps protégé des vérités inconfortables, venait de se déchirer, laissant mon âme à vif, exposée à la cruauté du réel. La colère, étrangement, n'est pas venue immédiatement. Ce n'était que de la sidération, une perte abyssale, le sentiment d'avoir été un étranger dans ma propre vie, de n'avoir rien vu, rien compris. Ou plutôt, d'avoir refusé de voir, de comprendre, par amour, par peur, par lâcheté. Qui suis-je pour juger ce choix? Qu'aurais-je pu faire pour détourner ce destin? Puis est venue la clarté. Terrible. Définitive. Il n'y avait plus rien à sauver. Plus de fondations, plus de murs, plus de toits. Notre maison, notre couple, tout n'était que ruine. Rester? Pourquoi faire? Pour vivre dans l'ombre de cette trahison, pour respirer l'air souillé d'un mensonge permanent? Pour voir Élise, celle que j'aimais, et ne reconnaître qu'une étrangère aux yeux vides, une silhouette voilée par le secret? Non. Mon corps, malgré la douleur, s'est remis en mouvement, lent, lourd, mais déterminé. Un geste après l'autre, comme un automate. Je me suis dirigé vers la chambre. Notre chambre. Un sanctuaire profané. C'est là, sur la table de chevet, que j'ai posé l'enveloppe. Une enveloppe simple, blanche, que j'avais trouvée dans le tiroir du bureau. À l'intérieur, un court mot, écrit d'une main tremblante, dont l'encre s'étalait légèrement sous mes doigts moites. Je ne peux plus. Prends soin de Léo. Je suis désolé. Pas de reproches, pas d'accusation. Juste l'écho de mon impuissance, la résignation face à l'inéluctable. C'était la seule dignité qu'il me restait, partir sans faire de scandale, sans lui offrir le spectacle de ma détresse. C'était un adieu muet, un cri étouffé. À côté de l'enveloppe, j'ai déposé la photo. Une photo de notre mariage, prise il y a 7 ans déjà. Nous étions rayonnants, jeunes, insouciants. Élise, dans sa robe blanche, me regardait avec des yeux remplis d'amour et de promesses. Et moi, un sourire sincère sur les lèvres, croyant en chaque fibre de cette union sacrée. C'était une image figée du bonheur, un artefact d'un passé qui ne reviendrait jamais. La voir là, maintenant, me transperçait le cœur. C'était un rappel cruel de ce que nous avions été, et de ce que nous avions perdu. Une relique moqueuse, comme la synecdoche de notre amour mort. N'est-ce pas étrange comment un simple morceau de papier peut contenir tant de joie passée et tant de douleur présente? Et puis, il y a eu l'alliance. Ma propre alliance. Elle était là, à mon annulaire gauche, un cercle d'or qui avait symbolisé l'éternité, l'indissolubilité. Mais cette éternité s'était effritée, cette indissolubilité n'était qu'un mot vide de sens. J'ai regardé ma main. L'anneau semblait peser des tonnes, un poids d'enclume sur mon âme, retenant mes dernières forces. J'ai eu du mal à la retirer, comme si ma peau, mes chairs s'y étaient attachées, comme si elle était devenue une partie de moi. Un léger creux subsistait sur ma peau, un fantôme de l'anneau, une marque qui resterait là, invisible, mais présente. Je l'ai déposé délicatement à côté de la photo et de l'enveloppe. Un triptyque de la fin, un monument éphémère à un amour perdu. Chaque objet déposé était un pas de plus vers l'abîme, un acte de renoncement à une vie que j'avais chérie. Ma maison n'était plus un refuge. Chaque recoin, chaque meuble, chaque bibelot résonnait de souvenirs heureux, maintenant teints d'une tristesse infinie. Le canapé où nous nous blottissions, la cuisine où nous préparions les repas de Léo, même le lit où nos corps s'étaient unis, tout était devenu une prison de souvenirs tourmentés, une chambre d'écho pour ma solitude et ma peine. Comment rester dans ces murs, quand chaque pierre voulure la trahison? Comment respirer l'air de cet appartement, quand chaque souffle ramène l'odeur du mensonge? J'ai pris un sac, le plus simple, le plus vide. J'ai jeté quelques vêtements, l'essentiel, sans vraiment regarder ce que je prenais. Mon esprit était ailleurs, dans un lieu désertique, à la frontière de l'existence. Je n'ai pas pris une seule photo de Léo. Il était trop douloureux.
Léo était la seule pureté qui restait, et je ne voulais pas souiller son image avec la boue de cette rupture. Il était notre fils, oui, et il méritait mieux qu'un père brisé. Je devais partir pour lui aussi, pour retrouver une force que je n'avais plus ici, pour pouvoir un jour, peut-être, être le père qu'il méritait. Le sac sur l'épaule, je me suis tenu au seuil de notre chambre. J'ai jeté un dernier regard sur le lit défait, sur les objets abandonnés sur la table de chevet. C'était la fin. La fin d'une ère. La fin de mon innocence. J'ai franchi le seuil de la porte de l'appartement. Ce pas, n'était-ce pas le plus difficile de toute ma vie? Le plus déchirant? Qu'y a-t-il de plus déchirant que de laisser derrière soi tout ce que l'on a bâti, de marcher vers l'inconnu, le cœur en lambeaux, sans un regard en arrière? Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas pu. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, de me libérer de cette souffrance. J'ai fermé la porte derrière moi, un bruit sourd et définitif qui a scellé mon destin. Dans le couloir, le silence était épais, pesant. Je n'étais plus le même homme. J'étais un naufragé, jeté sur les flots d'une vie nouvelle, incertaine, sans boussole, mais avec l'ardent désir de survivre. 7 ans. 7 longs hivers sont passés, 7 printemps sont venus et repartis, balayant avec eux une partie de ma poussière, mais jamais, jamais effaçant les empreintes de pas gravées profondément dans mon âme. Ce jour où j'ai franchi la porte de cet appartement, laissant derrière moi non seulement ma femme mais aussi une moitié de moi-même, il a marqué le début d'une traversée du désert dont je ne savais pas si je reviendrais un jour. J'ai marché, les pieds ancrés dans le bitume froid, l'âme à vif, chaque souffle une victoire arrachée aux poumons comme une plante assoiffée. Qu'est-ce que l'on fait quand on perd tout, quand le sol sous nos pieds se dérobe et que l'air lui-même semble se refuser à nous? On respire, un battement de cœur à la fois, une pensée après l'autre, et l'on apprend à réapprendre le monde. Le silence, qui au début était un bourdonnement assourdissant de mes propres pensées torturées, est devenu peu à peu un compagnon, puis un ami, un espace où je pouvais enfin me reconstruire loin du bruit des promesses brisées. J'avais besoin de cet espace, de cette solitude brute et sans filtre, pour rassembler les morceaux éparpillés de l'homme que j'avais été. Je suis parti sans destination précise, juste l'impérieux besoin de m'éloigner, de me perdre pour mieux me retrouver. J'ai atterri dans une petite ville de province, loin de Lyon, où personne ne me connaissait, où mon histoire n'était pas gravée sur chaque pavé. J'ai trouvé un petit emploi dans un garage, mes mains retrouvant leur familiarité avec la mécanique, ce langage silencieux des moteurs qui, étrangement, me calmait. Le travail était dur, répétitif, mais il avait le mérite d'occuper mon corps et d'empêcher mon esprit de sombrer trop souvent dans les abîmes du passé. Le soir, je rentrais dans mon petit studio, vide d'écho, mais aussi de fantômes. J'ai appris à cuisiner des repas simples, à lire des livres qui n'avaient rien à voir avec mon ancienne vie, à marcher des heures sans but précis, juste pour sentir le vent sur mon visage, pour me rappeler que j'étais vivant. C'était un processus lent, douloureux, comme une plante qui pousse à travers les pierres, chaque jour une bataille contre l'obscurité, chaque nouvelle pousse une preuve de ma résilience. J'ai construit une nouvelle vie, brique par brique, non pas une copie de l'ancienne, mais une nouvelle architecture, plus modeste peut-être, mais plus solide, bâtie sur le roc de ma propre force et non sur le sable des illusions. Les cicatrices, elles, demeuraient. Oh, oui. Elles sont là, invisibles aux yeux, mais je les sens, de temps en temps, des picotements fantômes quand un souvenir inattendu surgit, quand une chanson passe à la radio et me renvoie à ces jours heureux où Élise et moi rions sans retenue. Ce sont les témoins silencieux des batailles livrées et gagnées au fond de mon âme, des rappels que l'amour peut être aussi une arme, capable de blesser plus profondément que n'importe quelle lame. Mais avec le temps, la douleur aiguë s'est transformée en une mélancolie douce, une acceptation que certaines choses sont irréparables, mais que la vie, elle, continue. J'avais enfin retrouvé un semblant de paix, un équilibre fragile mais précieux, et l'idée de bouleverser cet équilibre me terrifiait plus que tout. J'avais peur de tout reconstruire, de tout ressentir à nouveau. La confiance, ce précieux cadeau que l'on offre et que l'on reçoit, était devenue une forteresse que je ne savais plus comment déverrouiller. Alors, qui aurait pu prédire que c'est au mariage de notre fils Léo, notre chair, notre sang, que nos chemins brisés se croiseraient à nouveau? L'invitation est arrivée un matin, glissée sous ma porte, une enveloppe lourde de papier cartonné, et le prénom de Léo, écrit de sa main, m'a frappé comme un coup de poing au plexus. Léo. Il avait 25 ans maintenant. 26 ans, et je l'avais laissé grandir sans moi pendant ces 7 années cruciales. C'était ma plus grande blessure, le regret qui me rongeait le plus,
cette absence dans sa vie. L'idée de le revoir, de le voir s'épanouir en homme, de le voir s'unir à la femme qu'il aimait, était un mélange d'une joie immense et d'une angoisse sourde. Parce que je savais, au fond de moi, que Léo ne serait pas le seul à être là. Qu'elle serait là aussi. J'ai hésité. Longtemps. Des nuits entières, j'ai fixé le plafond, débattant avec moi-même. Est-ce que j'avais la force? Est-ce que je le devais, pour Léo? C'était sa journée, pas la nôtre. Finalement, l'amour pour mon fils, ce lien indéfectible qui avait survécu à la distance et au silence, a eu raison de mes peurs. Je devais être là pour lui, quoi qu'il en coûte. Le jour du mariage, le soleil jouait à cache-cache avec de gros nuages cotonneux, comme si même le ciel hésitait sur l'émotion à afficher. J'avais mis mon plus beau costume, celui que je n'avais pas eu l'occasion de porter depuis des années. Mon cœur battait la chamade, une symphonie désordonnée de nervosité et d'excitation. Le lieu de réception, une vieille bâtisse en pierre au milieu de la campagne, résonnait déjà de rire et de musique. J'ai pris une profonde inspiration, le parfum des fleurs et de l'herbe coupée emplissant mes poumons, et j'ai poussé la lourde porte. La salle était magnifique, décorée avec goût, et Léo, mon fils, était là, rayonnant de bonheur, entouré de ses amis, de sa future femme, si belle, et, d'elle. Élise. Elle était là, à quelques mètres, ses cheveux un peu plus clairs, quelques rides au coin des yeux, témoins du temps qui passe, mais toujours cette même silhouette. Elle riait avec une amie, le verre à la main, un éclat de vie en elle qui me rappelait celle que j'avais aimée. Mon souffle s'est coupé. Le monde autour de moi s'est tu, les voix lointaines, les mélodies éteintes. Puis, nos regards se sont croisés. Elle a levé les yeux, comme attirée par un courant invisible, et son sourire s'est figé, s'est effondré comme un château de cartes. Son visage a blanchi, le verre a failli lui échapper des mains. Le choc. La surprise, une onde de stupeur qui a parcouru son corps, et je l'ai vu, je l'ai senti, cette réalisation brutale de l'ampleur de sa perte, de l'homme que j'étais devenu, de ce que nous avions laissé derrière nous. Son regard choqué me disait plus que 1000 mots sur le chemin parcouru, sur les 7 années d'absence, sur les choix qu'elle avait faits et dont elle portait désormais le poids. Ce n'était pas de la joie que je lisais en elle, ni de la haine, mais une sorte de révélation tardive, une douleur silencieuse et profonde. Que aurais-tu fait à ma place? Lui aurais-tu adressé un signe de tête? Un sourire contraint. Je n'ai rien fait. Juste un regard. Un long, long regard qui a duré une éternité, un moment suspendu où nos passés se sont entrechoqués, où l'écho de nos promesses brisées a résonné à travers le temps et l'espace. C'était un miroir tendu vers nos passés, nous rappelant que certaines blessures ne se referment jamais complètement, qu'elles laissent des marques indélébiles, mais qu'elles peuvent parfois, juste parfois, enseigner la plus dure des leçons sur la résilience et la force de l'esprit humain. Léo est venu vers moi, les bras ouverts, un sourire éclatant. Il m'a serré fort, et dans son étreinte, j'ai retrouvé une partie de moi que j'avais cru perdue à jamais. Élise, elle, s'est éloignée discrètement, se fondant dans la foule. Nous n'avons pas parlé. Il n'y avait rien à dire, en fait. Le silence était plus éloquent que n'importe quel reproche, que n'importe quelle excuse. J'étais là pour Léo, pour mon fils, et c'est ce qui comptait. Cette rencontre, elle n'a pas été une réconciliation, ni une fermeture. C'était plutôt une confrontation avec le fantôme d'un passé qui refusait de mourir tout à fait. Elle m'a permis de voir que j'avais avancé, que j'étais devenu plus fort, plus serein, et que, même si les cicatrices restaient, elles ne saignaient plus. La trahison avait été une blessure mortelle pour l'homme que j'étais, mais elle avait aussi été le creuset d'une renaissance. Cette histoire, ma propre histoire, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il suffit d'un instant pour que tout bascule, d'une décision malheureuse, d'une tentation, d'une accumulation de petites faiblesses pour que le fil d'une vie, d'un amour, se rompe. La confiance est un édifice fragile, n'est-ce pas? Une fois ébranlée, il faut un courage immense pour la reconstruire, ou pour apprendre à vivre sans elle. J'ai appris que le pardon n'est pas toujours une obligation envers l'autre, mais parfois une libération pour soi-même. Une libération du fardeau de la rancœur, de la colère qui ronge. J'ai appris que l'on peut aimer de nouveau, non pas de la même manière, non pas avec la même insouciance, mais avec une sagesse nouvelle, une appréciation plus profonde de la valeur de la sincérité et du respect. Ce que j'ai vécu, cette douleur, cette solitude, cette reconstruction, c'est un chemin que beaucoup empruntent, souvent en silence. Connais-tu ce sentiment où l'on se sent seul face au monde, mais où, au fond de soi,
on sait qu'on trouvera la force de se relever? C'est ce que je veux te laisser aujourd'hui. Une preuve qu'après la trahison, après la chute, il y a toujours un lendemain. Un lendemain qui peut être différent, mais qui peut aussi être plus authentique, plus en accord avec qui l'on est vraiment. Mon histoire est un rappel que nos choix ont des conséquences, parfois bien plus profondes et durables que ce que nous pouvons imaginer. Si cette histoire a résonné en toi, si elle a touché une corde sensible, je t'invite à la partager. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu aurais fait, ou si tu as toi aussi connu une épreuve similaire. Tes mots comptent, ton expérience peut aider d'autres. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires, les prochains récits de vie qui nous rappellent la complexité et la beauté de l'existence humaine. Prends soin de toi, et souviens-toi que même après les tempêtes les plus violentes, le soleil finit toujours par poindre à l'horizon.